suis assez incapable de vous donner un cours, bien entendu, et je ne vais pas faire une masterclass, évidemment, mais je vais essayer de vous parler, de vous raconter comment j'ai commencé à faire des disques. Et je vous propose qu'on parle de l'écriture, de la composition, de la production des morceaux, de mes albums, plutôt que de dérouler un peu tout ce que j'ai fait par ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses et ce serait beaucoup trop long et on a 1h30, mais surtout ce que je voulais vous dire, c'est sentez-vous libre de me poser toutes les questions au fur et à mesure que vous vous posez. Ça va m'aider et je préfère imaginer cette rencontre plutôt comme un dialogue que comme une conférence, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Voilà, donc n'hésitez pas, intervenez vraiment quand vous voulez. Bon, j'ai quand même écrit une sorte de petit laïus, bien sûr, pour structurer tout ça, mais voilà, là vous voyez, il y a plein de disques. Ça fait 15 ans en fait que j'ai commencé la musique. Et si je dois remonter aux origines, j'ai toujours été très sensible au son, à la façon dont résonnent les sons. Quand j'étais petite, dans les vestiaires de la piscine de Bénaco, dans Haute-Corse, je restais très longtemps à faire sonner ma voix dans cette acoustique très particulière des vestiaires, vous savez, qui est très réverbérée. Et on était obligé de venir me chercher pour que j'arrête de faire ça, en fait, pour prendre ma leçon de natation. Donc j'ai toujours une espèce de sensibilité comme ça au son. Et à la musique, ma mère avait un piano et elle en jouait, elle jouait surtout du Beethoven, pour tout vous dire, elle aimait beaucoup les sonates de Beethoven, mais je me rappelle que j'avais été très impressionnée par un des disques qu'elle écoutait, qui était les concertos de Ravel interprétés par Martha Argerich et le London Symphonic Orchestra, et notamment le Menuet antique et le tombeau de Couperin de Ravel qui sont pour moi toujours qui font partie de ses plus belles pièces en fait, toujours pour moi, évidemment avec le concerto pour la main gauche, mais du coup j'avais une fascination pour le piano et pour Ravel et pour cette musique-là en fait, cette musique moderne, plus que Beethoven qui est moins resté comme une musique de référence pour moi. Et parfois ma mère le dimanche nous emmenait écouter des concerts dans les églises, plutôt de musique religieuse. Et donc je retrouvais cette espèce d'acoustique très réverbérée comme ça, qui me plaisait tant. Et elle aimait aussi, par ailleurs, beaucoup Joan Baez et la musique country, ce qui me faisait une sorte de panel comme ça, assez vaste en fait finalement de musique. Et donc j'ai toujours aimé différents styles de musique assez hétéroclites. Et du côté de mon père, c'était plutôt les chansons corses. Il y a notamment cette fameuse cassette de Canta Popolo Corse ou Strada di Lavene que j'ai gardée. D'ailleurs, récemment, je fais un peu de promo, j'ai sorti ce disque qui est un disque hommage aux chansons corses. À la fois celle que j'écoutais pendant mon enfance, mais celle que je continue aussi à écouter aujourd'hui. Et notamment, il y a une chanson de Canta Popolo Corse que j'ai repris sur cet album qui s'appelle Strada di l'Homme, ou le chemin de l'homme, qui est une chanson plutôt philosophique en fait. Même si ce groupe était plutôt un groupe de la mouvance indépendantiste, du reacquistus, c'est-à-dire qui remettait au goût du jour en fait, et qui faisait une sorte de recherche sur la musique folklorique corse. Mais mon père chantait aussi des chansons de Charles Rauch, c'est un chanteur des années 60 qui chantait à la fois en français et en corse, et c'est plutôt un chanteur de variété corse. Donc il chantait vraiment toutes les chansons par cœur, donc j'ai eu aussi beaucoup ça en tête quand j'étais petite. Et il aimait aussi la pop anglo-saxonne, Bob Dylan, Simon & Garfunkel. Il nous avait d'ailleurs, je me rappelle très très bien de ce jour où il nous avait raconté qu'il était allé voir le concert à Central Park de Simon & Garfunkel. Et ça avait été pour lui un très grand événement et il nous avait ramené le disque et pour moi c'était pareil. Je pense que j'ai adoré Simon & Garfunkel à la fois pour ce qu'il nous avait raconté et aussi pour leur musique. Mais voilà, du coup, et puis il voyageait beaucoup donc il m'avait aussi rapporté un disque d'Eurythmics que j'avais adoré, le premier disque d'Eurythmics et le premier disque de Van Halen donc, qui est décédé récemment, mais Jump ça a fait partie des chansons de la musique en fait que j'ai vraiment apprécié étant enfant. Voilà. Et pour vous dire un peu l'éclectisme musical dans lequel j'ai grandi, j'avais un oncle qui s'appelle toujours Jean-Jacques,
qui jouait de la guitare et de la clarinette, et donc il nous jouait des pièces de Sidney Bechet, et aussi du Bobby Lapointe, du Brassens, etc. Donc en fait, j'ai vraiment grandi dans une forme voilà, la musique était très présente dans ma famille, et ça a été pour moi, je pense, aussi une école de l'éclectisme, d'une certaine manière. Et donc, mais moi, mes goûts personnels à moi, c'était, enfin, ça s'est déclenché, je pense, assez jeune, vers 10 ans. J'ai adoré l'album, pas le premier d'ailleurs, j'avais 10 ans, mais c'était Etienne Dao sortait son album Pop Satori. Je vous montre les pochettes. Voilà. Ça, c'était le premier album que j'ai vraiment adoré d'Etienne Dao, et je pense que depuis, j'ai jamais cessé d'écouter Etienne Dao. Je pense qu'il fait partie vraiment des références pour moi. Et aussi parce que c'est quelqu'un qui sait se renouveler, qui change à chaque album. Voilà, il amène quelque chose de nouveau, il évolue dans des styles musicaux assez différents, et donc pour moi c'est aussi ça, je pense que j'aime bien les artistes, en tout cas de variété, qui arrivent à vraiment avoir un trajet, un parcours musical aussi riche, quoi. Et il y avait Thriller de Michael Jackson, parce que, je sais pas, les gens de ma génération, en tout cas, je me rappelle que quand j'étais toute petite, le clip était passé à la télé, et ce clip, qui est quand même un des premiers clips de l'histoire de la pop musique, qui se déroule un peu comme qui est fait comme un court-métrage, en fait. Et donc, voilà, ça c'était aussi un des disques qui a vraiment... J'étais très amoureuse de Michael Jackson avant Thriller, j'aimais beaucoup les Jackson 5 et tout ça, j'avais collé d'ailleurs une sorte de... Vous savez, on rappelle ce truc-là, un transfert, voilà. Il y avait des transferts, et donc on collait. Et donc j'avais un col roulé marron en velours, vraiment un truc pas possible, et il y avait Michael Jackson petit dessus. J'étais très fâchée qu'il se refasse faire le nez, ça m'a vraiment beaucoup vexée, mais après je me suis réconciliée avec lui quand j'ai écouté Thriller, et on avait tellement peur du clip qu'on se cachait avec mes frères et soeurs sous le canapé en rotin du salon, parce qu'on vraiment était terrorisés par ce clip. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup marqué, et cette musique et ces arrangements avec Quincy Jones qui produisait l'album aussi m'ont vraiment beaucoup marqué. Voilà, donc ça c'est toutes les musiques que j'ai découvertes à l'enfance, et qui sont restées quand même des influences assez durables pour moi, et aussi avec ce souci de faire des choses assez éclectiques finalement au cours du temps. Mais donc même s'il y avait beaucoup de musique à la maison, en tout cas pour moi en faire un métier, c'était en tout cas dans ma famille tout à fait proscrit, milieu petit bourgeois, banlieusard, mi-corse. Il n'y avait pas du tout de musiciens et d'artistes dans la famille, donc c'était impossible d'imaginer qu'on puisse faire un métier de ce qui était considéré chez nous comme vraiment une distraction et du divertissement, mais pas du tout un métier sérieux. Donc j'ai dû un peu inventer finalement une manière d'arriver jusque-là, quoi. Et ma sœur aussi, Laetitia, ma grande sœur, était plasticienne, elle avait fait les Beaux-Arts, on écoutait beaucoup de musique ensemble, et je pense que le fait qu'elle ait décidé de faire les Beaux-Arts, ça m'a quand même encouragée à très vite dire à mes parents que je voulais faire de la musique. Mais ce que je me dis là, c'est que si je vous raconte tout dans le détail, ça va être trop long, donc ce que je voudrais essayer peut-être de découper en plusieurs parties, c'est comment on devient auteur, comment on devient compositeur et interprète à la fois, donc comment on devient singer-songwriter. Alors, quand on a aimé Bob Dylan, ça ne fait qu'un, mais en même temps, pour moi, c'est des choses assez différentes. Je pense que je suis devenue interprète parce que chanteuse, parce que j'avais pas la patience et la discipline pour vraiment faire du piano, que j'ai pourtant commencé... le piano était à la maison, j'en ai fait un peu enfant, adolescent, etc., adolescente, mais j'ai eu la malchance de tomber sur un prof russe extrêmement sévère, qui me terrorisait littéralement. Et quand je faisais pas la bonne position des mains, il me plantait son pouce au milieu de la main. Enfin, vraiment, cette personne m'a vraiment terrorisée dans l'apprentissage du piano, donc j'ai vraiment eu du mal en fait à continuer. Mais il m'a quand même fait découvrir les microcosmos de Bartók, donc pour ça quand même je le remercie malgré tout.
Et puis après, j'ai eu un autre prof, parce que j'ai quand même persévéré, j'aimais vraiment beaucoup la musique, donc je voulais quand même en faire. Mais je me projetais pas du tout comme chanteuse adolescente, j'étais beaucoup trop timide. Et donc, j'ai trouvé un autre prof qui, lui, enseignait plutôt le jazz, qui était une méthode plus libre que la méthode classique, finalement, à l'époque. Mais lui, il était assez dragueur, et finalement, je m'intéressais pas du tout à la musique avec lui, mais plutôt au fait qu'on pourrait peut-être potentiellement avoir une relation, alors qu'il était beaucoup plus âgé que moi, enfin bon bref. Et donc du coup, c'était aussi, j'ai échappé d'une certaine manière, ça m'a pas du tout aidé en fait, à l'apprentissage du piano malgré tout. Donc, et en plus, le pire dans cette histoire, même si c'était, je pense, plutôt un bon prof malgré cette projection de ma part, c'est que lui, il était complètement fan de jazz et de jazz, de free jazz et aussi de Chick Corea. Et donc, il m'a complètement retourné la tête avec Chick Corea, ce qui fait que je me suis mise à écouter Chick Corea, Keith Jarrett, Pat Metheny et tout ça, tous ces gens-là, qu'aujourd'hui j'apprécie moins, je dois le dire, mais vraiment, ça m'a fait complètement quitter mon obsession pour la pop et rentrer dans une sorte d'attitude assez snob et radicale par rapport à la musique. Je ne jurais que par le jazz à un moment donné, à la fin de ma scolarité au lycée. Bon, après, voilà, je pense que je suis revenue un peu à mes amours d'adolescente progressivement, mais j'ai eu une période comme ça, assez étrange, où effectivement, j'aimais beaucoup le jazz et je passais beaucoup de soirées dans les clubs de jazz en fait, à Paris dès que j'ai eu mon bac. Mais en fait, je pense que le chant, du coup, il est arrivé presque comme quelque chose de beaucoup plus naturel dans la musique, c'est-à-dire chanter, finalement, j'entendais mon père chanter, on chantait avec mes copains de lycée qui avaient un groupe qui s'appelait Génération Plutonium, un groupe très engagé. Et en fait, avec eux, on chantait du Rolling Stone, du Higelin, voilà, de toutes sortes de groupes des Beatles, enfin toutes sortes de groupes pop qu'on aimait, et on se posait pas la question de savoir si on chantait bien ou pas bien. L'idée c'était vraiment simplement de chanter, et c'était une joie de chanter, et je pense que du coup je suis devenue, enfin j'ai eu envie de chanter pour faire de la musique, et pas en me disant que j'allais devenir une grande chanteuse, quoi. C'était pas le but c'était vraiment plutôt de passer par que la musique passait par le chant nécessairement. Et par contre, pour la partie auteur, je dirais, des chansons, en fait, j'ai toujours écrit, moi, depuis que j'ai 9 ans. À 9 ans, j'écrivais des journaux parce que j'avais peur d'oublier un peu des souvenirs d'enfance. Ensuite, je m'envoyais des lettres à moi-même, donc ma mère pensait que j'étais complètement folle. Donc elle était hyper inquiète pour moi parce que je m'écrivais des lettres et tout ça. Enfin, j'ai toujours eu besoin d'écrire, en fait. C'était une sorte de nécessité d'expression et même de fixer des souvenirs. Et adolescente, je recopiais des poèmes que j'aimais, donc j'ai beaucoup recopié des poèmes de Baudelaire en fait, et je faisais des dessins pour vraiment faire des très beaux, voilà, de très beaux poèmes. Donc il y a plein de poèmes de Baudelaire que je connais encore par cœur parce que je les ai vraiment écrits et je les ai appris un peu comme ça, quoi. Il y avait aussi, et j'aimais aussi beaucoup Verlaine aussi à l'époque. Donc je pense qu'en fait le fait d'écrire, pour moi, ça a toujours été un geste un peu vital et naturel de la vie de tous les jours, quoi. J'avais besoin d'écrire. J'avais besoin d'écrire pour retenir les choses, en fait. Et je pense que ça, j'ai jamais finalement cessé de le faire. Noter des idées, noter des paroles de chansons, noter des bouts de poèmes, des phrases qui me plaisaient, etc. Je l'ai toujours fait. Et à 18 ans, en fait, j'ai écrit un roman avec ma meilleure amie de terminale, Isabelle Jonquet. Avec qui on était vraiment complètement fans de littérature et surexcités. Donc on avait écrit un roman sur notre professeur d'histoire qui était anarchiste et on l'adorait, donc on le mettait en scène et tout ça dans ce roman. Bon, c'était tout à fait, c'était complètement délirant, un peu surréaliste et pas très bien écrit, mais vraiment on aimait faire ça. Et après, j'ai découvert Marguerite Duras à 20 ans et je me suis dit que j'allais écrire des nouvelles comme Marguerite Duras. Donc j'ai commencé à faire ça, puis je les ai envoyées à des éditeurs, ils m'ont jamais répondu. Et là, je me suis dit que c'était peut-être plus simple d'écrire des chansons. Mais en fait, c'est pas plus simple, c'est juste différent. Mais en tout cas, pour moi, c'était plus simple dans le sens où
c'était un jeu en fait avec la musique et que c'était presque comment dire un jeu vraiment avec les sonorités, le rythme, le sens et il n'y avait pas forcément besoin d'avoir beaucoup de choses à dire, mais plutôt c'était vraiment ce jeu entre les mots et les mélodies en fait qui me plaisait finalement dans le fait d'écrire des chansons, quoi. Voilà, et je pense que finalement l'aspect de la composition, elle vient presque naturellement en fait dans ce processus-là, c'est-à-dire que avec mes amis de lycée, on a très vite commencé à improviser des choses, des bouts de chansons, voilà, pareil comme un jeu en fait, et un jeu assez libre finalement. Et puis alors j'ai fait plein de choses, du coup j'ai fait du jazz, j'ai fait du lyrique quand j'ai eu mon bac, parce que mes parents ils m'autorisaient à faire des écoles et à prendre des cours si jamais je faisais la fac, donc j'étais à la fac et par ailleurs je pouvais faire de la musique, apprendre la musique. Et donc j'ai un peu papillonné comme ça, parce que comme j'aimais toutes les musiques, comme tout me plaisait, j'avais un enthousiasme assez débordant, j'ai essayé plein de choses. Et puis finalement, disons que les choses se sont un peu imposées quand moi j'ai écrit mes propres chansons. C'est-à-dire que je ne me sentais pas spécialement interprète, j'étais trop impressionnée par... j'ai fait du chant lyrique au conservatoire, c'était trop impressionnant. Je trouvais que même le fait de chanter devant... chaque année, le concours de fin d'année était horrible pour moi, j'avais vraiment peur, j'étais terrorisée par les gens qui nous donnaient, qui nous jugeaient. Enfin, pour moi, le système du conservatoire, ça a été le pire truc, je pense. Le jazz, j'aimais ça, mais en fait, je trouvais que les très grandes chanteuses de jazz, elles étaient inégalables. Enfin, il y avait quelque chose comme ça dans chez les grandes chanteuses, même lyriques, que je trouvais vraiment insurmontable, en fait. Et finalement, le fait d'écrire des chansons, pour moi, il y avait quelque chose de plus personnel, de plus libre, qui me permettait, moi, de m'exprimer, en fait, dans ce registre-là, plus simplement. Et quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'en ai chanté dans les fêtes, à des amis, etc. Et là, il y a un système de synchronie qui s'est mis en place, c'est-à-dire que très très vite, il y a eu un truc qui s'est passé où les gens, ça les intéressait en fait de m'écouter, ce qui était assez inédit pour moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon premier guitariste, Jean-Pierre Petit, qui est là d'ailleurs. Merci d'être venu, Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, donc ça a été le premier guitariste et collaborateur. On a parlé dans une fête de Dominica. Et donc ça a été la première personne avec qui j'ai commencé, voilà. Alors moi j'avais décidé d'apprendre la guitare et de jouer mes chansons à la guitare à l'époque, ce que je fais plus. C'est un truc avec les instruments, ça demande presque trop de travail en fait, et je suis trop flemmarde, mais bon bref. Et donc avec Jean-Pierre on a commencé à parler de musique et voilà. Et ça a été assez vite, c'est-à-dire que lui il avait des amis qui faisaient de la musique aussi. On a commencé à jouer dans plein de petits lieux à Paris, mais vraiment des lieux microscopiques. Je ne sais plus, il y avait une sorte de bar, je ne sais pas si tu te rappelles Jean-Pierre, dans le 14e, où je pense qu'il y avait 10 personnes à tout casser qui rentraient, c'était super Covid déjà à l'époque. et donc on a commencé comme ça à faire plein de petits concerts dans plein de petits lieux, et assez vite finalement on a trouvé d'autres dates, j'ai trouvé une manageuse, on a rencontré des gens qui ont fait vraiment évoluer le projet assez vite, et surtout on avait des copains d'ailleurs qui étaient corses et qui nous ont enregistré un été, et donc avec les amis, mes copains musiciens de jazz, parce que j'avais quand même encore des liens avec mes copains du jazz, et des copains de Jean-Pierre, on a réussi à enregistrer 8 titres dans une salle un été, dans le 13e, dans un centre culturel. Et là, ça a commencé, du coup j'ai pu démarcher avec et tout ça. Et je suis allée voir Bertrand Burgala. Donc, je vais vous montrer une photo de Bertrand, bien sûr. Où est-il ? Je le retrouve. Il n'est pas là, donc il doit être dans les disques ici. Ouais. Donc Bertrand Burgala, qui est producteur, qui a un label qui s'appelle Tricatel, qui est un musicien émérite de pop française depuis les années 90,
qui a fait, je crois que son premier album que moi j'ai aimé, c'est The Sound of Music. Bertrand, donc je connaissais un peu son travail et c'est la première personne à c'est pas la première personne à qui j'ai envoyé mes maquettes, mais c'est la première personne qui m'a répondu parce que c'est comme les romans que j'ai envoyés aux éditeurs. Là, il y a une personne qui m'a répondu, c'était Bertrand, donc c'était plutôt bon signe. Et il m'a reçu et il m'a dit mais je peux pas te produire sur Tricatel à l'époque, mais par contre on pourra, je peux faire des choses avec toi si tu veux. Et on a réenregistré on a réenregistré 2 titres dont la chanson, je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette chanson qui s'appelle Cannes et qui était donc sur mon premier mini-album. Je vais vous la jouer. Vous vous en souvenez pas? Comme ça, je pense que... Sur la palette, je fais ça. Voilà. Ça marche. Alors, j'ai mis la sourdine, mais est-ce que vous entendez assez ou pas? Sur la croisette, Nicole Croisy lance un grand rire de pacotille. Que de belles filles. 15 jours à Cannes, tout est possible. Dans les coulisses du festival, pénétré d'un vent de scandale. Le regard d'Élodie Boucher, tu sais que tout peut arriver. À la buanderie du Martinez, tu ne te sens pas très à l'aise. Tu viens juste de rencontrer David Lynch très mal coiffé. Le sable blanc et les palmiers, Catherine Deneuve, 30 ans passés depuis longtemps. Faille de Noël en bikini avec ton meilleur ami. Où sont donc passées les starlettes qui sont ces salopes en goguette? Le malheur sur la côte d'Azur, c'est que jamais rien ne dure. Un sosie de Juliette Gréco hante cette année le Negresco. C'est un jeune dandy décadent qui aime les cocktails au rhum blanc. Dans une voiture décapotable, dans ton beau costume estival, à l'aise dans la démesure, as-tu trouvé l'amour? Le bras d'Isabelle, la Jenny, tu toises la foule et tu souris. Quelle belle démarche. Tu viens de monter les grandes marches. 15 jours à Cannes, tout est possible. 15 jours à Cannes, tout est possible. on peut dialoguer, paraît-il. Bien sûr, je vous écoute. On est en 2005. Ouais. On est absolument en 2005. Alors je ne sais pas comment, parce que j'ai fait, moi, Ouais. pour vous te découvrir avec cette chanson qui est passée à la radio. Ouais, absolument. En fait, j'avais démarché avec ce mini-album que j'avais donc autoproduit, et grâce à Bertrand en partie, et un ami de Jean-Pierre qui nous avait donc enregistré. Et en fait, j'étais allée avec ma petite valise de disques à France Inter, et j'avais déposé des disques un peu partout en leur disant bah, si vous aimez, vous préviendrez quoi. Et j'avais eu cette audace, je sais pas comment franchement. Et en plus, je pense qu'à l'époque, France Inter c'était un peu plus ouvert, enfin, on pouvait circuler dans les couloirs. Oui, et puis à France Inter, il y avait des gens qui faisaient de la belle variété pop, ouais, le soir. Oui, c'est vrai, il y avait des émissions, il y avait l'émission de Le Noir, etc. Il y avait plein de choses. Ouais. Et moi qui ne suis pas vraiment musicien ni chanteur, je m'inspire de... Ça s'appelle des goguettes.
c'est pas les salopes en goguettes, mais c'est les goguettes, c'est des chansons qu'on chante sur des airs de musique connus. Ah oui, d'accord. On peut prendre une chanson de Brassens, de Ferrat, et pourquoi pas de Barbara. Mais quand je suis arrivé avec cette chanson, pour la chanter, je l'ai présentée comme une chanson de Barbara. Et je me suis arrêté. Et j'ai dit Carlotti après. Personne ne connaissait. Bah non, j'imagine. Et alors moi, je chantais pas l'histoire de Cannes, en réalité. Il y avait une histoire de Cannes, mais c'était des footballeurs. Bon, je m'arrête là sur l'anecdote. Mais j'ai connu comme ça quelques chanteurs qui ont été très fiers que j'ai choisi de faire des parodies de leurs chansons. Bah ouais, pas mal. Il faudrait que j'écoute celle sur le football, c'est ça? Cannes et le foot? Non, Cannes, il y a une équipe de foot, mais il y avait tout un sac de nœuds entre des joueurs d'équipe de France et des rivalités, avec un stage à Tignes. Donc moi, j'étais pas à Cannes, j'étais à Tignes. Ok. Bon, vous m'expliquerez ça. Ça a l'air hyper compliqué en fait. Tout ça, c'est pour s'amuser. Hein. Voilà, et du coup, après, avec ce petit disque, ben, en fait, il y a quelques journalistes comme Bertrand Burgalet s'était intéressé à moi et m'avait aidé. Je pense qu'il y a des journalistes qui se sont intéressés à ce que je faisais. Donc, ils ont commencé à passer cette chanson à la radio sans que j'ai de maison de disque, ce qui est hyper rare en fait, finalement. Et puis ensuite, on a trouvé une maison de disques en fait, qui voulait bien me distribuer, qui s'appelait Microbe. Et c'était la maison de disques d'Éric Neveu qui fait maintenant des musiques de films et tout ça. Mais ils avaient un studio à Saint-Cloud, il me semble, hein, Jean-Pierre, tu me confirmes. Et en fait, assez vite, avec leur relation, en fait, on a été mis en contact avec le label anglais Beggars, qui est un consortium de labels assez important, sur lequel il y avait Cat Power, il y a plein de labels, en fait, il y avait XL, il y avait 4AD, il y avait un certain nombre de labels anglais comme ça, assez mythiques, et donc ils ont entendu par Microbe ce que j'avais fait, ils sont venus voir un concert, je crois qu'on avait joué aux Zèbres de Belleville à l'époque, et qui était ouvert, et on pouvait faire des concerts sans avoir de producteurs et tout ça, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire trouver des concerts à Paris. Après, il y avait la difficulté, c'était on pouvait pas jouer vraiment dans les grandes salles, on pouvait jouer que dans des salles assez modestes, et donc il y avait le Citéa à l'époque où on avait joué, et puis d'ailleurs avec Danny, il me semble, non, avec Zouzou, c'était Zouzou. Voilà, en fait, on rencontrait plein de gens comme ça, et puis après, on avait joué aux Zèbres de Belleville, et là, ils étaient venus, donc les gens du label de Beggars en France, parce qu'il y avait une antenne qui se montait en France, en fait, sur ce label. Et à ce moment-là, donc ils étaient intéressés pour me signer, et donc j'étais la première signature française de ce consortium de labels anglais, parce qu'ils cherchaient à développer une branche en fait en France, parce qu'il y avait plein de choses qui sortaient en France et qui marchaient plutôt bien avec ce label, donc ils voulaient une signature française. Et donc comme ça, assez vite on a signé, et comme j'avais travaillé avec le label Microbe, ils m'ont demandé comment je voulais continuer à bosser. Sur le label Microbe, il y avait Benoît Rau, qui était un compositeur de musique pop, et qui savait jouer, qui était multi-instrumentiste, et on a travaillé avec lui donc pour réaliser cet album. Parce que en fait, quand on fait un album, alors moi quand je fais un album, en général, je travaille. En fait, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire ce soir, je me suis dit, mais c'est quoi la constante en fait entre tous les albums, comment ça se passe en fait pour moi, et j'avoue que j'y avais jamais vraiment pensé en fait, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais il y a toujours il y a quelque chose d'un peu déterminant, c'est ce dont je vous ai parlé un peu depuis le début, c'est-à-dire pour moi, il y a les rencontres en fait, que je fais, des rencontres de musiciens, souvent, de partenaires en fait.
Donc il y a Jean-Pierre Petit, Bertrand Burgala, Benjamin Ezrafo, Bertrand Belin, Jérémy Régnier, Philippe Catherine, Mehdi Zanat, Donat Villeneuve, Thomas Porqueré. Ça, c'est des musiciens que j'ai rencontrés au fur et à mesure du temps et avec qui j'ai continué en fait, à travailler tout au long des albums en fait, que j'ai fait à différents moments. Et c'est comme tisser une sorte de famille, en fait. Pour moi, c'est comme tisser une sorte de trajectoire musicale et une sorte de famille de musiciens avec qui j'ai envie d'associer, auquel j'ai envie d'associer mon travail, en fait. Et donc, ça s'organise toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire je compose une petite collection de chansons, toute seule. Ensuite, je complète cette collection de chansons justement avec des musiciens dont j'aime la sensibilité et la culture, comme Jean-Pierre qui est là, qui lui, quasiment sur tous mes albums, en fait, qui a co-composé des chansons sur tous mes albums depuis le début. Et puis après, en fait, il y a toute une recherche donc, avec le réalisateur de l'album. Donc là, en l'occurrence, c'était Benoît Rau pour travailler avec des musiciens, des interprètes, en fait, des musiciens qui vont jouer en fait sur cet album. Mais en l'occurrence, assez souvent, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec mes musiciens de scène aussi sur mes disques. Et donc sur ce premier album, en fait, il y a Sébastien Hogg, qui était bassiste à l'époque dans mon groupe, avec qui j'ai commencé, avec Jean-Pierre qui était à la guitare, et Franck Mboueke qui était à la batterie. Et donc Sébastien Hogg, il a fait plein d'albums avec Isia ensuite. Enfin, voilà, en fait, c'est aussi voilà, des partenaires comme ça de jeu qui ont eu aussi des trajectoires assez intéressantes. Donc c'est pour ça que j'ai envie aussi de parler d'eux. Et donc, ce disque, pourquoi il s'appelle Les Lys brisées? Eh bien, figurez-vous que j'avais vu un très très beau film muet de Griffiths, sorti en 1919, qui s'appelle Broken Blossom. Et je sais pas pourquoi, j'étais complètement fascinée par Lillian Gish dans ce film, et je sais pas, ça m'a inspiré ce titre. Et j'avais donc écrit. Alors, j'ai dû réapprendre un tout petit peu mes morceaux, je les connais même plus par cœur, c'est vraiment des vieux morceaux. Et j'ai réappris un peu des bouts pour vous montrer. Parce que pour ceux qui n'ont pas écouté ce disque, je vous fais un petit avant-goût. Donc il y avait ce petit gimmick avec des chœurs en fait. Et c'était plutôt inspiré d'une pop un peu de Margot Gurrial en fait à l'époque, ce genre de chanson. Ah bon, et du coup il y avait, ça faisait. Mais qu'est-ce que j'ai? Mon corps se dérobe et sous mes pieds s'échappe des chapes de soupirs et des pensées de plomb. Mais qu'est-ce que j'ai? Roule sur mes joues si pâles des gouttes de rosée dans le ciel de ta chambre plane. Les lys brisés. Juste pour vous donner un petit avant. Et voilà. Et en fait, j'aimais bien. On reprend mon micro. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2006, il me semble. 8 ou 6, je ne sais plus. Attendez, je vais vérifier, j'ai des fiches. C'est pas, hein, c'est hyper dur de se rappeler de tout. Enfin, surtout les dates, en fait, moi, c'est pour ça que je notais tout quand j'étais petite, parce que. Et, je sais... Attendez, on va regarder sur la pochette, c'est carrément comme ça. Cette photo-là des Lys brisées, c'était un copain qui s'appelait Vladimir Léon, qui est cinéaste d'ailleurs, qui l'avait prise chez mes grands-parents normands, donc j'ai toujours une sorte de... Alors, qu'est-ce qui a marqué? Les dates, elles sont hyper difficiles à trouver. 2006, ouais, c'est ça, janvier 2006. Donc 2005, c'était le mini-album, et en 2006, donc j'avais fait ce disque. Et ce disque, en fait, il reprend 4 ou 5 des titres
que j'avais fait sur le mini-album, et ensuite on en a rajouté quand même un bon paquet, dont une chanson de Jean-Pierre en anglais qui s'appelle Charlie the Model, qu'il a écrite et composée lui. Il y avait aussi La Nuit des Amants qu'on avait coécrite ensemble, et puis j'avais fait une reprise parce que j'étais assez... j'avais découvert un groupe génial de pop des années 60, magnifique, que je vous conseille mais très vivement, qui s'appelle Les Zombies, et donc j'avais découvert cet album et vraiment il est tellement beau que je continue à adorer encore aujourd'hui, et je voulais, en fait à l'époque j'étais obsédée par ce disque, et je voulais, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu une sorte de mi-chemin entre les Beach Boys et les Kings, les Zombies, quoi. Et donc je voulais adapter toutes les chansons en français. Donc j'ai commencé à travailler comme ça dessus. Puis finalement je me suis dit qu'une chanson suffirait, et surtout il y a une chanson qui s'appelle Rose for Emily, qui s'appelle donc en français Une Rose pour Emily, qui est en fait qui a été inspirée par une nouvelle de William Faulkner. Et donc pour pouvoir adapter cette chanson sur cet album, je me suis replongée en fait dans la nouvelle de William Faulkner, ça m'aidait du coup à traduire, à trouver une adaptation en français. Et finalement ce disque, même s'il y a plein d'influences assez pop dessus, en fait c'est plutôt un disque pour moi, ça reste plutôt un disque de pop folk. En fait il est très mélancolique. En fait je me suis aperçue là en règle, parce que en fait j'écoute pas mes disques évidemment, mais hier je me suis quand même dit que j'allais réécouter un peu des trucs, et je me suis dit oh là là, alors il y a Cannes dessus qu'on avait reprise, et donc qui est la version avec Bertrand Burgala, et qu'on avait remixé, mais Mélodie de la dernière pluie, Mon corps est languit, peu importe, toutes ces chansons étaient hyper mélancoliques. Et en fait, du coup, ça donne un album plutôt, en fait, avec beaucoup de guitare. Et alors, il y a des arrangements de flûte, de clarinette, de cuivre un peu quand même dessus, qu'avait fait Benoît Rau. Mais ça reste quand même un album pour moi, en fait, maintenant, plus de pop folk, en fait, et assez chansons en fait finalement, il était un peu à mi-chemin comme ça entre plusieurs sensibilités, j'allais dire, mais voilà, il y avait un peu un mélange comme ça sur cet album que j'ai pas vraiment refait ensuite, quoi. Et même si on était très, je pense tous très fans de la pop élégante des années 60 comme celle des Zombies. Et puis après, ah oui, et si, il y a quand même une chanson qui est restée, je trouve, peut-être bizarrement la plus mélancolique, mais la plus forte, et c'était celle qui commençait l'album, c'était Tunis. Et ça, je peux peut-être essayer de vous la jouer. Mais Tunis, je l'avais composée à la guitare, et en fait, elle est plutôt jouée à la guitare d'habitude, donc là, j'ai essayé de faire une version... exclusivité mondiale. Une version piano-voix. Une rose affanée est dans l'aéroport, quelques larmes versées sur le mauvais sort, nos corps séparés, malgré tous nos efforts, nos rêves retardés par ce curieux envol, Où es-tu, mon amour? À Tunis où il pleut, que fais-tu, mon amour? Tu promènes tes yeux, C'était ça les cuivres. Je t'ai laissé partir dans un ciel trop bleu. Nos riches heures volées me donnent maintenant des bleus. Et dans ce froid glacial qui n'est pas de saison, isolé à Paris, je perds la raison. Où es-tu, mon amour? À Tunis où il pleut, que fais-tu, mon amour? Tu promènes tes yeux,
yeux quand les miens se mouillent. Je partirai aussi à Tunis où il pleut, et que m'importe aussi que le temps soit pluvieux. Je partirai ainsi en maudissant les cieux, offrir à ton regard le blond de mes cheveux, le blond de mes cheveux. Où es-tu, mon amour, à Tunis où il pleut? Que fais-tu, mon amour? Tu promènes tes yeux, tu promènes tes yeux. Où es-tu, mon amour, à Tunis où il pleut? Que fais-tu, mon amour? Tu promènes tes yeux quand les miens se mouillent. Et donc, après ce disque, eh bien, qui a plutôt reçu un très bel accueil de la part de la presse, parce que comme j'étais signée sur un label anglais, ironie du sort, on m'a dit que j'étais la nouvelle Nico. Évidemment, ma musique n'avait pas grand-chose à voir avec le Velvet et Nico, mais comme j'étais blonde, bah voilà. Donc j'ai eu une très très bonne presse. Je me rappelle de l'article dans les Inrocks, en tout cas il était hyper gentil et flatteur, donc c'était très bien. Et donc c'était plutôt pas mal, et donc j'ai continué sur le label 4AD, mais entre-temps, on avait fait un concours de chansons à Périgueux, je pense que Jean-Pierre, tu t'en souviens, la truffe d'or de Périgueux, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était vraiment le concours de chansons France Bleu, en fait, et à ce moment-là, il y avait Michel Delpech qui était dans le jury, et Michel Delpech, il m'avait remarqué, et alors personne n'aimait ce que je faisais, mais lui, il avait décidé que j'aurais le deuxième prix du concours, donc il s'est battu comme un lion pour me donner, enfin pas le premier, du coup il pouvait pas, mais le deuxième, et il avait été vraiment adorable. Et quand j'avais sorti mon premier disque, il m'avait appelé, mais tout de suite en me disant « je te félicite, je suis tellement heureux, je savais que tu arriverais à faire quelque chose et tout ça ». J'avais confiance et tout, enfin voilà, et donc ton talent est récompensé, enfin vraiment adorable quoi, et donc il préparait son album de duo avec tous ses anciens titres en fait, donc son best-of en fait, mais sous forme de duo. C'est un très gros album, un double album et tout ça, avec plein de gens, vraiment toute la variété française, donc Julien Clerc, Souchon, enfin il y avait vraiment mais tout le monde quoi. Moi j'étais hyper intimidée parce que je venais juste de commencer, mais il m'avait fait faire un duo avec lui, et donc comme moi ce que j'aimais de son travail, c'était aussi sa période un peu hippie en fait, parce que l'île de Wight et tout ça, enfin voilà, ses chansons en fait, et il avait vraiment un amour de la pop anglo-saxonne lui aussi, donc je m'étais dit que ce serait beau qu'on reprenne ensemble, il m'avait laissé choisir, ce qui était quand même une sorte de privilège, et donc j'avais choisi Et Paul chantait Yesterday, qu'on avait chanté ensemble. Et c'était fou parce que je faisais ça avec lui, ensuite le disque a été double disque d'or, donc ça a hyper bien marché, donc après on a joué au Grand Rex avec tout le monde. Moi j'étais hyper timide à l'époque, j'étais hyper impressionnée par tout le monde, j'osais parler à personne. Bon bref. Mais le réalisateur avec qui on avait travaillé sur son disque de duo, c'était Jean-Philippe Verdun. Et il avait un groupe d'électro qui s'appelait Ready Made FC, et qui était super. Et moi j'aimais beaucoup ce disque, et donc quand je devais faire mon second album, Jean-Philippe m'avait proposé de réaliser l'album. Donc là encore une fois, un peu comme sur le précédent, c'était aussi cette rencontre en fait qui a été un peu déterminante finalement pour ce disque.
là. Et alors, je vous ai pas dit, mais en fait, je suis assez contente de ces pochettes, et je dois dire que c'est Claudie Robet, donc la graphiste, qui était super fan justement du label 4AD, qui était aussi une copine de Jean-Pierre, qui a fait ce très beau graphisme, donc je voudrais le signaler. Et donc on a travaillé, donc là sur cet album-là, on a fait un peu comme sur le précédent, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de mon équipe de scène. Alors, donc Sébastien Hogg était parti travailler avec Iselin, donc il ne travaillait plus avec moi. Franck Mboueke, lui, il était parti avec Lou Doyon déjà, ou je ne sais plus, mais non, c'était un peu après. Ouais. En tout cas, il était parti pour travailler sur d'autres fronts. Donc, en fait, sur cet album-là, on a travaillé avec donc Jean-Philippe et une équipe que Jean-Philippe avait en partie constituée. Mais, ah oui, moi, j'avais entre-temps rencontré Patrick Watson. Je ne sais pas si vous vous rappelez enfin, il continue à faire des disques. C'est un chanteur canadien, très talentueux. Il avait fait un disque qui s'appelait Close to Paradise, et en fait j'avais adoré ce disque et je lui avais proposé de faire un duo avec moi, et en fait ça faisait partie des collaborations en fait de ce disque. Il y avait aussi Bertrand Belin que j'avais rencontré entre-temps, que j'ai invité aussi à jouer sur cet album, et Mehdi Zanad en fait. Alors Mehdi Zanad, je pense pas qu'il y ait la photo, mais en tout cas je vais vous montrer un de ses disques. Alors Mehdi Zanad, il est aussi extrêmement fan de cette pop un peu élégante et ouvragée des années 60, et donc il a fait plein d'albums, alors sous le nom d'abord de Fougou, et ensuite en français avec son nom Mehdi Zanad. Et je vous conseille d'écouter ses disques. Il n'est pas très connu, mais il est vraiment extrêmement talentueux. Il est à la fois architecte et chanteur et musicien, et moi j'adore vraiment ce qu'il faisait. Donc en fait, donc pour ce disque-là, c'était l'occasion d'associer en fait aussi ces nouvelles rencontres. Et donc il y avait toujours Jean-Pierre évidemment, il y avait Benjamin Ezrafo avec qui j'avais aussi travaillé sur l'Hélice brisée, et voilà, il y avait donc une nouvelle équipe, et dans cette nouvelle équipe, il y avait le batteur Philippe Entresang, qui maintenant accompagne Dao sur toutes ses tournées depuis 10 ans, et qui a été aussi une très belle rencontre en fait sur ce disque, puisqu'on a continué ensuite à travailler ensemble. Là, sur ce disque-là, sur l'Idéal, Mehdi Zanad, il fait des arrangements de cordes qui sont vraiment hyper belles, du changement de saison. Et puis, il y avait aussi... Alors, c'était un disque assez différent du premier, finalement, parce que... déjà, les chansons étaient beaucoup plus solaires. Je les avais globalement composées en Corse, un été. Et il y avait quelque chose de plus vif, de plus solaire, de plus joyeux. Je pense après les débuts sur l'Hélice brisée, il y avait quelque chose d'assez joyeux en fait, de pouvoir faire de la musique, d'avoir signé dans une maison de disques. Enfin, il y avait un souffle en fait comme ça que quand je l'écoute maintenant, je me dis mais en fait il était super joyeux ce disque, et c'est hyper agréable d'entendre ça. Et très varié, encore une fois très varié. Et moi c'est aussi une tendance en fait que j'ai, c'est-à-dire de ne pas vouloir répéter à chaque album un peu la même ambiance, mais que chaque chanson ait vraiment une identité très particulière. Et avec Jean-Philippe Verdun, on a vraiment fait ce travail-là. Et aussi parce que justement le fait d'inviter par exemple Bertrand Belin à faire des guitares sur la chanson Vous dansiez que Benjamin avait composée, et des guitares électriques, de demander à Patrick Watson aussi de faire des voix sur la chanson Piano-voix qui était la lettre, qui était peut-être la plus traditionnelle, mais avec sa voix ça donne quelque chose de vraiment pop, sur donc les arrangements de cordes qu'avait fait Mehdi en fait sur les autres chansons, les arrangements de cuivre qu'avait fait Jean-Philippe Verdun en fait sur Les femmes en zibeline, et Kissis qui est carrément elle pour le coup elle est vraiment Charleston en fait. Cette chanson, c'est une chanson que j'avais écrite en anglais, petite fantaisie comme ça, mais en fait je me rends compte qu'il y a vraiment une variété en fait qui aujourd'hui me ressemble en fait à beaucoup déjà sur cet album quoi. Et aussi une idée de production qui est quand même un peu plus poussée finalement que le premier album où on avait quasiment fait toutes les sections rythmiques live et tout ça, alors que là on travaillait vraiment partie par partie sur les chansons.
Sur cet album, il y a aussi une chanson qui s'appelle Ici et qui parle de la Corse et qui parle du Tavignane, le fleuve qui est en bas de chez moi et que j'ai repris sur, c'est toujours l'instant promo, sur le disque corse qui est de chansons en hommage à la Corse qui est ici et qui est sorti, enfin le vinyle vient de sortir aujourd'hui, donc je suis pleine de joie, à chaque fois j'ai envie d'en parler. Et voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet album? Oui, et il y avait même un truc un peu d'homme, il y avait une chanson qui s'appelle Mademoiselle au Possum que j'avais écrite après avoir lu l'histoire d'un homme qui avait disparu en Angleterre et qu'on avait retrouvé mais des années plus tard, vivant en Australie avec un opossum. Et donc j'avais imaginé cette histoire de Mademoiselle au Possum en fait, en lisant cet article. Et donc Jean-Philippe en a fait vraiment quelque chose d'un peu dub en fait, ce que moi j'aurais jamais osé faire parce qu'en plus c'était pas du tout ma culture musicale, donc voilà. Donc du coup il y a vraiment cet effort de production sur ce disque que je trouve vraiment hyper agréable à réécouter aujourd'hui. Et on a fait la photo à Marseille et pas du tout en Corse parce qu'il n'y avait pas l'argent pour aller jusqu'en Corse, donc des problèmes de maison de disque où à un moment donné on met plein d'argent sur la production mais en fait il n'y a plus d'argent après pour faire la photo. Mais bon, on n'en était pas encore... Enfin voilà. Et malheureusement cet album, alors qu'il est plus solaire et plus joyeux, c'est un peu moins bien vendu que le premier. Donc là il a fallu... Et puis en plus c'était vraiment le début du streaming un peu de masse qui a commencé à s'installer. Et du coup c'est vrai que les ventes physiques ont commencé vraiment à chuter considérablement. Donc il fallait un peu repenser nos habitudes de production et tout ça. Enfin, il y avait beaucoup moins d'argent en fait aussi dans la musique. Enfin, ça commençait vraiment comme ça, quoi. À se durcir en fait et à ce qu'on repense en fait la production et tout ça. Et donc, je me suis aperçue mon label, quand j'ai voulu faire un disque à la suite de la... Alors, à l'époque, on faisait des tournées qui duraient 2 ans, 2 ans et demi, en fait. On faisait vraiment des tournées beaucoup plus longues qu'aujourd'hui aussi. C'était vraiment... En fait, il y a une espèce d'accélération du fait qu'il y ait moins d'argent dans la musique. Bon, après, avec des projets qui sont pas forcément mainstream, le mien, il n'est pas mainstream, mais disons que à l'époque, on prenait vraiment le temps et tout ça. Quand j'ai signé chez 4ID, moi, je pouvais signer j'avais signé pour 4 albums, en fait. Aujourd'hui, sur une maison de disques, on signe pour un album et puis ça marche pas, ça bouge, quoi. Enfin, tout de suite, on vous signifie au bout de 6 mois que c'est plus la peine, quoi. Mais aussi parce que voilà, ça va plus vite, il y a moins d'argent, la consommation n'est absolument pas la même aujourd'hui, on passe beaucoup plus par internet, etc. Mais à l'époque, c'était pas le cas, mais c'était vraiment le début c'était l'amorce de ça en fait. Donc les maisons de disques commençaient à être déstabilisées, mais elles ne savaient pas encore vraiment comment prendre les choses, quoi. Et à ce moment-là, avec ma manageuse de l'époque, Judith Lévy, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de revenir en France sur un label français parce que c'était quand même plus proche du travail que je faisais. Et moi, du coup, j'ai fait 6 ans, enfin, il y a eu 6 ans comme ça où on faisait des tournées en France, etc. On est aussi allé aux États-Unis faire quelques concerts, donc au Québec et tout ça, en Allemagne et tout. Enfin, 4ID, ça me permettait en fait d'avoir plutôt une exposition un peu plus internationale qu'un groupe français finalement. Mais j'étais moins exposée en France. Enfin, c'était un drôle de truc. Donc on s'est dit. Ce serait intéressant de revenir plutôt en France défendre de la chanson, même certes pop, mais en français, quoi. Et c'est là que commencent les problèmes. Donc, il n'en était pas vraiment, mais qui a fait que j'ai mis 4 ans à retrouver une maison de disques, en fait. Donc, l'un dans l'autre, moi, je faisais des spectacles divers et variés. Voilà, j'avais monté un spectacle au 104 qui s'appelait Nébuleuse Dandy, et qui était sur le dandysme de la littérature à la musique, donc de Baudelaire à Bowie, globalement, quoi, sommairement, disons. Mais après, voilà, donc je faisais des choses, ça ne m'empêchait pas de faire des choses, mais en tout cas, j'ai mis plus de temps, du coup, à faire l'album suivant, quoi. Et l'album suivant, c'est L'amour, l'argent, le vent, mais il n'est pas là.
Non, il n'est pas là. Bon, tant pis, je peux pas vous le montrer. Il était tellement bon qu'il a été volé. Il a été volé, voilà. Il a été volé. Et celui-là, donc L'amour, l'argent, le vent. Ah oui, entre-temps, donc j'avais une nouvelle rencontre. J'avais rencontré un groupe qui revenait du Liban et qui s'appelle The New Government. Et c'était un groupe constitué de Jérémy Régnier, Timothée Régnier, qui est rover aujourd'hui, et Zed Hamdam, qui est un chanteur, musicien libanais. Et ils avaient un groupe mais vraiment génial qui s'appelait The New Government. Moi j'adorais ce groupe, et donc ça c'est par des copains aussi de Jean-Pierre. À la fin de ma tournée L'Idéal, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Sur le sable chaud. Et Sur le sable chaud, c'était, j'avais eu un prix de la SACEM en fait, et qui me disait, en fait, tu as 2 jours dans la salle de concert que tu veux pour faire un spectacle de clôture de cet album L'Idéal. Et donc j'avais imaginé un spectacle qui, comme c'était un album particulièrement solaire que j'avais composé en Corse et tout, j'avais imaginé qu'on construisait une plage en fait, au Café de la Danse. Donc une vraie plage avec du vrai sable, une espèce de papier peint de fond, vous savez, ces beaux papiers peints là avec une plage idyllique paradisiaque, et puis avec des palmiers, tout ça. Et puis on avait mis une petite, une petite guérite sur le côté où ma régisseuse elle donnait à boire et des glaces au public. C'était vraiment le meilleur concert qu'on ait jamais organisé. Et je pouvais me permettre donc d'inviter des musiciens que j'aimais bien, avec qui j'avais envie de travailler, de faire des duos. Et donc tout le concept de ce spectacle, c'était donc Sur le sable chaud, et c'était que des chansons de plage. Mais il y avait donc des chansons de l'Idéal, qui étaient dans cet esprit-là. Donc j'avais invité JP Nataf, on avait chanté Summer in the City, j'avais invité Philippe Catherine, on avait chanté L'amour à la plage du Niagara, et j'avais invité Bertrand Belin, on avait chanté Duel au soleil d'Étienne Dao, et puis j'avais invité The New Government, donc c'était notre grande rencontre. Et je sais plus ce qu'on avait chanté avec The New Government, tu te rappelles, Jean-Pierre? Beach Boys. Ah, les Beach Boys, ouais. Ah non, ah si, tu crois? Ah non, c'était pas... Attends... Ah, il y avait les Beach Boys, ça c'est sûr, peut-être avec eux, mais il y avait encore un autre groupe des années 60 avec que j'adore, et pourquoi je m'en souviens plus. Bon bref, mais du coup on avait fait plein de reprises et des chansons, et tout le monde, et surtout le truc le plus drôle, c'était que Zed Hamdam, il était venu en combinaison de plongée jouer de la batterie. Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire en termes de sudation. Mais je crois qu'ils avaient tous des costumes un peu de plongée dans The New Government. Ils avaient vraiment le pire truc, mais c'était génial en fait, c'était hyper bien. Donc tout le monde avait des habits plus ou moins déclinés, des habits de plage. Il y avait de la danse, il y avait un danseur, Michael Filippo aussi, que j'avais sur la tournée L'Idéal. On tournait à l'époque avec un danseur. Et donc lui il était venu, on faisait des danses et tout. Enfin, c'était une vraie fête ce spectacle. Et voilà, et donc j'avais rencontré The New Government à ce moment-là, et Jérémy, on s'était mis à travailler avec lui parce que j'avais découvert qu'il écrivait des chansons magnifiques. Et donc il est rentré un peu dans la team pour le prochain album que je ne peux pas vous montrer, mais qui s'appelle L'amour, l'argent, le vent. Et sur L'amour, l'argent, le vent, il y avait... alors, on a trouvé un label avec ma manageuse, donc le label Atmosphérique, avec Judith Lévy. Et donc j'avais avant, oui, il y avait eu ça, c'est-à-dire que comme j'avais plus le temps, comme j'avais pas de label et tout ça pendant un moment, j'étais partie aussi. Donc avec cette petite équipe de Jérémy, Benjamin et Jean-Pierre, on était partis... alors moi j'étais partie toute seule d'abord non, j'étais partie au Brésil, mais mon groupe m'avait rejoint, on avait fait des concerts là-bas, mais pour travailler le pandero, d'autres rythmes et tout ça. Et là-bas j'avais écrit donc le texte de L'amour, l'argent, le vent, puisque c'était sur mon braquage en fait à Rio. J'étais revenue et du coup c'était Jérémy qui avait composé la musique de cette chanson. Et puis ensuite j'étais partie donc au Japon où j'avais écrit une chanson sur un koto, parce que j'avais pris des cours de koto et de shamisen. Parce que je voulais plus composer des chansons comme je l'avais fait, enfin, j'avais envie de changer. Encore une fois, j'avais un peu envie de renouveler un peu tout ça, la musique et ma façon d'écrire. Et donc j'avais
pris des cours de koto. Alors le koto, c'est une sorte de harpe plate japonaise. Le groupe R, ils utilisent beaucoup il y a beaucoup de cette sonorité dans une pop des années 90-2000. C'est un instrument traditionnel japonais, mais qui est aussi utilisé. Et puis, il y avait quoi d'autre? Il y avait des chansons, et puis on était partis en Inde aussi, donc avec Jean-Pierre, Jérémy et Benjamin. Et là, on avait fait à la fois des concerts, une espèce de résidence comme ça à l'Institut culturel là-bas, pas à Panjin, parce qu'à Panjin, c'était un autre... À Bombay, voilà, à Mumbai. Et donc à Bombay, on avait une résidence et on travaillait et on avait rencontré des musiciens. Et donc sur certaines chansons, en tout cas sur Nuit sans lune, qui est une des chansons aussi qu'avait composé Jérémy, on a mis du sitar. On avait rencontré un musicien indien qui avait fait plein de choses. On avait essayé mais plein de trucs d'arrangement. Donc on lui faisait faire des tablas vocales. Enfin, on avait cherché plein de sonorités et tout. Au final, ça reste un album de pop où simplement, ça colore certains arrangements, mais c'est jamais, il n'y a jamais vraiment même un harmonium et tout ça, on entend assez peu finalement que ça vient d'Inde. Et nous, on avait vraiment fait une sorte de recherche comme ça sur les arrangements des morceaux à ce moment-là. Et donc quand j'étais revenue avec toutes ces maquettes qu'on avait pu enregistrer aussi grâce à mon éditeur de l'époque qui s'appelle Strictly Confidential, on avait donc pré-produit un certain nombre de chansons. Et là, j'ai revu Fred Palem, donc Fred Palem qui a un groupe qui s'appelle Le Sacre du Tympan, qui est plutôt un big band de jazz, mais qui fait énormément de pop aussi, puisqu'ils ont fait un album en hommage à François de Roubaix. En fait, ils font vraiment une sorte de pont comme ça entre la musique pop et le jazz. Et Fred, il avait produit surtout plein de disques de variété, et notamment... j'oublie toujours son nom, je ne sais pas pourquoi, mais comment s'appelle-t-il? De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la Bible. Il a produit beaucoup de disques de la Bible. Voilà. Et donc Fred, en fait, moi je m'étais occupée de lui parce que quand j'étais hyper fan de jazz et que je faisais mes études de musicologie, j'avais décidé de m'occuper de groupes de jazz pour passer encore plus de temps dans les clubs de jazz avec eux. Et donc, à l'époque, j'avais trouvé des concerts, j'avais fait le travail d'attaché de presse pour Fred Palem, mais vraiment qui sortait du conservatoire de musique national de Paris, quoi. Donc c'était hyper drôle parce que du coup, il est venu me voir en me disant « Ah, c'est bien et tout, c'est super ce que tu fais, t'as réussi » parce que lui, à l'époque, il croyait pas que je pouvais devenir chanteuse. Enfin, voilà. Ils étaient quand même hyper snobs, les mecs du CNSM, et moi, comme je venais un peu de nulle part, ça les... Puis j'étais une fille aussi, voilà, j'avais pas trop leur autorisation de travail, quoi. mais là, il est revenu en me disant « quand même, et tout, c'est bien. Bravo. » Donc, moi, j'étais hyper contente de le revoir, et puis on a commencé à parler de musique, et on s'est décidé à faire cet album, ensemble. Alors Fred, il est surtout bassiste, arrangeur, c'est un très bon arrangeur, évidemment, puisqu'il écrit pour Big Band. Et il travaille avec Bertrand Frézel donc, à la réalisation des albums. Ils sont en binôme parce qu'il est moins technique, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va brancher les micros, choisir tel type de micro en fonction de ce qu'on veut obtenir comme son, etc. Donc on lui a livré un peu toutes nos maquettes et donc il les a repris pour les produire, compléter les arrangements et tout ça. Donc ça a été un travail en plusieurs temps et un peu plus long en fait sur cet album-là, mais c'est ce qui fait aussi qu'il est aussi hyper varié en fait, qu'il y a plein de chansons très différentes. Il y a donc 3 chansons qui ont été écrites avec Jérémy Régnier, dont celle qui donne son titre à l'album L'amour, l'argent, le vent. Il y a 14 ans qu'on a fait avec Jean-Pierre et qui a après coup donné un film. On en avait parlé. Voilà, et ça c'est donc l'année dernière j'ai réalisé le film qui est issu de cette chanson et qui est un souvenir d'adolescence. Et donc ça c'est une chanson qu'on a composée avec Jean-Pierre
à la guitare et enfin le riff de guitare, Jean-Pierre, tu me diras si je me trompe, c'était plutôt les B-52s, donc c'était ça un peu l'idée de la chanson, quoi. Enfin, il y avait un truc très 80s dedans. Et puis, il y a plein d'influences en fait sur ce disque aussi, encore une fois. Et puis, quand on a écrit, quand j'ai écrit les chansons, qu'on était en pré-prod, et donc il y avait Philippe Entresang, donc le batteur dont je vous ai parlé, avec qui j'avais travaillé donc, sur l'album précédent, donc l'Idéal, avec Jean-Philippe Verdun, et aussi sur l'album de Delpech, il était déjà là. On a travaillé aussi avec Jean-Philippe. Moi, je voulais vraiment retravailler avec lui. J'avais adoré bosser avec lui. C'était un batteur qui avait vraiment plein d'idées rythmiques hyper riches. Et donc, c'est à l'époque que j'avais fait cette chanson qui s'appelle Ouais, 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 ouais. Je vais vous jouer. Et ouais, 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 ouais. En fait, il avait trouvé une rythmique très impressionniste, un peu Portiched en fait. Et je me rappelle que ça m'avait. Voilà, on avait trouvé comme ça avec lui aussi des idées finalement d'arrangement. En studio en fait. Alors, ouais, non, je vais pas. Peut-être les, ouais. Avec... Mais ça, c'est pour le coup une chanson que j'avais vraiment composée au piano. Des lunettes noires sur tes yeux bleus, sous ta perruque, d'autres cheveux, tu te caches, petite fille, sous tes fossiles coloricides. Ouais, 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 ouais. Tes mots souvent sonnent creux, mais c'est pas grave, petite fille. Tu pleures et c'est mieux, t'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle. De voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Tu lis souvent des magazines, on dit que tu ressembles à Marilyn. Tu as le même sourire fragile, t'as même déjà joué dans un film. Ouais, 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 ouais. Tes mots souvent sonnent creux, mais c'est pas grave, petite fille, tu pourrais soulager des marines. C'est si joli quand t'as mal, ça me rend folle. De voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Je veux encore te mettre une claque, mais sans te laisser de marque. Laisse-moi encore te mettre une claque, mais sans te laisser de marque. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle. De voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Ta démarche svelte et élastique, toutes les nuits traverse la ville. Tout est précis, merveilleux. Allonge le pas pour voir un peu. Tu sors au baron, Régine. Tu te brises souvent dans l'alcool, mais tu ne couches avec personne. Ça laisse des traces indélébiles. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle. De voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Ouais, 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 ouais. Tes mots souvent sonnent creux et quelquefois j'imagine tes lèvres embrassant des vitrines. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle. De voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Je veux encore te mettre une claque, mais sans te laisser de marque. Laisse-moi encore te mettre une claque, mais sans te laisser de marque. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle. De voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle. De voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle. Merci. Et donc cette chanson, en fait, elle m'était venue parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur le sens des paroles. Et donc je voudrais juste vous signaler que, en fait, c'est dans ce livre que j'ai trouvé l'inspiration de cette chanson. Ce livre, c'est Rose Poussière de Jean-Jacques Schul. Et pourquoi vous riez? Qui rit? Et donc, Jean-Jacques Schul, il écrit un paragraphe, un chapitre entier qui s'appelle Miss Z.
Alors, il y a parfois d'illustres inconnus. Et Miss Z, donc c'est Zouzou la danseuse. C'est celle-là, là-bas, avec un drapeau anglais comme mini-jupe, la plus mini de Paris. Quand elle va à Londres, elle habite chez George Harrison. C'est Periscope qui le dit. Maigre, blanche, froide, souriante, scandant nettement ses paroles, Zazou, Zoulou, sauvage, sophistiqué. Je suis le sosie de Marlon Brando. À peine arrivée au club princesse du quartier de la Bastille, où elle dort la journée, descendant détachée et grêle, et quelques marches en étroit colimaçon recouvertes de velours grenat, comme si c'était le grand escalier du casino de Paris, ou un hasardeux jeu de loi. Look the way she walk, hear the way she talks. Elle est légère. Miss Z2, les paupières et cernes inférieures comme cousues, le nez cassé, le nez comme cassé, pardon, la bouche comme peinte ou greffée. Des fils et pincettes reliées à des électrodes sont attachés à ses poignets, à ses chevilles, pendant 90 minutes, fragile et synthétique. Et le dernier paragraphe de cette petite série, c'est Miss Z4. Ouais, 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 ouais. Voilà. C'est pour ça que cette chanson s'appelle Ouais, 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 qui était une sorte de façon dont moi j'imaginais cette jeune femme qui sortait en boîte de nuit. Voilà, donc c'est une sorte d'extrapolation à ce petit paragraphe de Rose Poussière, une sorte de livre culte. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Schul après, et donc un jour, donc, je lui ai envoyé le disque, et il était assez content de la chanson, et il m'a dit « Oui, mais moi j'en ai mis 6 des ouais, et pas 4, et donc c'est vraiment très différent en fait. » J'étais d'accord avec lui, c'est vrai que c'est très différent. Voilà, et il y a aussi une chanson sur cet album avec Philippe Catherine, que j'ai fait avec Philippe Catherine, qui s'appelle Mon Dieu, mon amour. Je regarde un peu l'heure parce que combien de temps j'ai 10 minutes encore. Il me reste 10 minutes. Je peux vous jouer cette chanson, mais peut-être plus tard, je vais juste finir peut-être sur les disques. Et après cet album, L'amour, l'argent, le vent, j'ai fait une émission de radio que peut-être vous avez écoutée, qui s'appelait Cosmic Fantasy sur France Inter pendant l'année 2014-2015, enfin la saison, je ne sais pas comment dire. Et donc on a sorti un disque à cette occasion, un maxi 45 tours, sur lequel il y avait des chansons en fait qu'on n'avait pas gardées, et c'était assez marrant parce que comme quoi tout a un peu du sens toujours. Donc j'avais composé le générique de l'émission Cosmic Fantasy, et donc c'était le premier morceau de ce disque, et derrière on avait 3 chansons qu'on n'avait pas gardées sur l'album parce que c'était pas cohérent dans la thématique, dans ce que je voulais raconter sur L'amour, l'argent, le vent. Et il y avait une chanson qui s'appelait L'atmosphère et qui parlait de l'espace justement. Il y avait une chanson qu'on a composée aussi avec Jean-Pierre qui s'appelle Les yeux au ciel. Et une autre chanson que j'ai faite avec Benoît Villeneuve, dont je ne vous ai pas parlé, mais avec qui que j'ai rencontré aussi, avec qui j'ai travaillé à la fois sur... avec qui je continue de collaborer en fait. Et Benoît, donc lui, il avait produit justement 2 chansons sur sur l'album L'amour, l'argent, le vent, qui sont Le cœur à l'ouvrage et L'avenir, justement celle avec le koto japonais dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc du coup, on en a profité pour faire un 4 titres particulièrement beau, puisque le disque est rose marbré. J'ai du vinyle. Donc voilà, ce disque est en vente. En bref, non, c'est parce qu'on en a fait que 300 exemplaires et il m'en reste je pense 4. Donc c'est pour vous ce soir. Je crois qu'il m'en reste 2 ici. Si vous avez envie de les acheter, il en reste. Sinon, après cette petite pub, oui, et après, donc cette même année, parce qu'il s'est quand même passé 1000 trucs cette année de L'amour, l'argent, le vent, qui était quand même le disque que j'ai le mieux vendu, il faut le dire. Eh bien, j'ai fait un livre-disque avec Christophe, qui s'appelle La Fille, et qui était une sorte de revisitation de Pravda la survireuse. Pravda la survireuse, c'est une bande dessinée de Guy Pellaert des années 60 qui mettait en scène Françoise Hardy.
Et là, Christophe Blain, il m'avait vu en concert et il m'avait proposé, et moi je connaissais ses dessins parce que c'est lui qui avait dessiné l'affiche de Sur le sable chaud, donc ce spectacle merveilleux que nous avions fait au Café de la Danse. Et il m'avait vu donc en concert, il m'avait dit il faut qu'on fasse un opéra rock ensemble, c'est super et tout, tu vas voir. Et donc il m'avait proposé donc, cette histoire de revisiter Pravda la survireuse. Et donc moi j'ai fait toute la bande son en fait comme une sorte de musique de film qui accompagne le récit, ce récit qui est lu et interprété. Alors on avait plein de voix dont Arthur H notamment et Plutch, je crois d'ailleurs, qui est dessinateur aussi, qui imite hyper bien les voix, et donc on l'avait fait, qui est un copain de Christophe, on l'avait fait interpréter des rôles de cow-boy et tout ça dedans. Mais bref, en fait, donc il y a la bande dessinée et il y a une sorte de conte musical sur un CD qui va avec et qui raconte toute l'histoire de la fille au fur et à mesure. On peut tourner les pages un peu comme les livres qu'on avait quand on était petit, avec un petit... la clochette tourne à la page. Et ben c'est la même chose en fait. Et ce qui était super, c'est que pour moi c'était comme faire une musique de film en fait, mais aussi avec des chansons. Donc c'était entre la musique de film, la comédie musicale. Enfin il y avait déjà en fait ça contenu dans ce livre en images arrêtées bien sûr, et non pas en images mouvantes, mais voilà. Et donc j'avais composé toute la bande originale de cette BD et ça avait été réalisé par Benoît de Villeneuve, donc, avec qui j'avais déjà collaboré donc, sur L'amour, l'argent, le vent. Et ensuite, c'est le drame. J'ai perdu ma maison de disques, donc elle a déposé le bilan. Je vous dis ça hyper vite parce qu'il me reste 5 minutes. Comme plein de gens en fait dans le milieu de la musique, il y a du mouvement, et donc ma maison de disque a fermé suite à cette année hyper riche où il y a eu l'émission de radio, où il y a eu la fille qui a tourné, etc. On en a fait un spectacle sur scène et le disque est sorti et tout. Et après j'avais plus personne en fait, j'avais plus d'entourage professionnel à ce moment-là, donc c'était un peu âpre parce que non seulement en plus ma maison de disque me payait pas la fin de mes royautés, mais en plus du coup j'avais vraiment plus d'entourage professionnel. Donc là avec mon ancienne éditrice de mes tout débuts, Gaëlle de Dayan, qui est là, on s'est dit comment on va faire, et elle m'a aidé en fait à monter ma structure pour que je puisse continuer à faire des disques sans dépendre du bon vouloir des maisons de disques, sachant que plus il y avait encore tout ce problème du streaming, que je pense que vous le savez, en fait la pop music aujourd'hui c'est pas le mainstream, donc le mainstream c'est plutôt le R&B, le rap, etc. Donc ça intéressait moins de maisons de disques en fait. Mon travail, surtout, ils avaient déjà des artistes analogues à moi, par exemple Bertrand Belin ou Philippe Catherine m'avait un peu aidé à l'époque, aller voir sa maison de disques et tout, mais en fait il y avait trop de musiciens comme moi analogues pour me signer quoi. Donc on s'est dit qu'on allait faire les choses toutes seules, comme des grandes. Et donc on a monté une structure, grâce à Gaëlle, parce que moi je vous avoue que monter une structure c'est vraiment très au-dessus de mes moyens intellectuels. Et surtout technique en fait, c'est plus ça qu'autre chose. Et donc elle m'a aidé à comprendre en fait comment on pouvait faire, à quoi ça servait, etc., juridiquement comment ça se passait. Et on a fait un crowdfunding qui nous a permis de commencer à produire ce disque-là en fait. Ce disque-là c'est Magnétique, donc c'est le dernier. Enfin c'est pas le dernier puisque le dernier c'est celui-là, mais c'est le dernier que j'ai fait, que j'ai tourné avant le confinement, on va dire ça comme ça. Puisqu'il y a eu le monde d'avant et le monde d'après. Et voilà, et donc celui-là je l'ai fait, je me suis enfermée 1 mois, donc j'ai fait une sorte de burn-out quand même après la radio, il faut que je vous le dise, parce que vraiment j'étais au ralenti, mais je ne me rendais pas compte, parce que j'étais tellement contente d'avoir fait tout ça, l'émission de radio, le spectacle à Christophe Blain, tous ces trucs et tout, mais en fait, au terme de cette année, j'étais comme au ralenti, je parlais comme ça, et je pouvais vraiment... Enfin, vraiment, c'était très bizarre. Je me suis enfermée dans une maison pendant 1 mois pour étudier mes rêves, parce que j'avais vraiment besoin de beaucoup dormir, en fait. Énormément. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que ça m'intéressait. En fait, l'idée m'était venue
Dans Cosmic Fantasy, j'avais fait une planète rêve et j'avais vu qu'il y avait plein de recherches scientifiques à l'époque sur les rêves et ça m'avait passionnée. Et en plus, comme j'aime beaucoup le surréalisme comme mouvement artistique, je m'étais dit que voilà, ce serait une belle occasion justement de renouveler encore une fois mon langage, aller chercher une autre manière de faire de la musique et donc d'enregistrer tout ce qui se passait dans mes rêves, à la fois les chansons qu'on compose dans ses rêves, parce qu'on peut composer dans ses rêves, et les paroles, les scénarios, en fait tout ce qui se passait. Et donc, comme il est presque 7h30, je vous propose de vous jouer une ou deux chansons et puis qu'on s'arrête. Ça vous va ou pas? Oui. J'ai énormément parlé, vous avez posé aucune question. Et donc, une des chansons que j'ai vraiment composées en rêve, ce petit exercice du micro. Un matin, je me suis réveillée et j'avais le refrain de cette chanson dans la tête. J'avance sans peur dans la dead zone de toute la barre, tenir au chaud. À marcher seul sur le volcan, le feu déclenche parfois le vent. Le doute est un collier d'épines, je reste pour percer l'énigme. L'énergie sismique qui nous guide déclenche parfois de longs soupirs. J'ai toujours aimé danser sur les chemins de traverse, le temps est mon allié. Il n'y a rien que je regrette, une seule crainte peut-être, à force de temps parier, c'est un jour ou l'autre de voir les étoiles tomber. Toujours je tremble face à l'éclipse, la lumière est mon meilleur guide. Celle contrôlée, pas de côté, il faut être bien accompagné. Toute chance n'est pas bonne à saisir la peur du vide. Et c'est... Ça j'ai un trou. La peur du vide et c'est... abysses. Ne prenons plus les autoroutes où se posent nos pieds, l'herbe repousse. J'ai toujours aimé danser dans les jardins de l'ivresse, le temps est notre allié. Il n'y a rien que l'on regrette, une seule crainte peut-être, à force de temps planer, c'est un jour ou l'autre de voir les étoiles. J'ai toujours aimé danser sur les chemins de traverse, le temps est notre allié. Il n'y a rien que l'on regrette, une seule crainte peut-être, à force de temps planer, c'est un jour ou l'autre de voir les étoiles tomber. Juste pour conclusion avant de se quitter, c'est le premier album où j'avais demandé à Thomas Porquerie, je ne sais pas si vous connaissez ce saxophoniste, mais il est vraiment exceptionnel et il est aussi chanteur et il a un groupe qui s'appelle Fun Porquerie, je vous incite à l'écouter. Il va bientôt sortir un album, il a déjà sorti des EP et en fait Thomas, je suis allée le voir en lui disant est-ce que tu veux bien faire des arrangements de cuivre sur cet album et tout. Et il m'a dit mais non Barbara, c'est à toi de faire tes arrangements de cuivre. Et en fait, ça a été génial qu'il me dise ça parce qu'effectivement, pour la première fois, j'ai écrit en fait vraiment le trio de cuivre. Et en fait, c'est juste une histoire, encore une fois, d'autorisation qu'on se donne ou pas quand on fait de la musique. C'est à un moment donné de se dire bah oui, on s'y met, puis on va chercher la tessiture des instruments et puis on compose. Alors moi, je compose souvent en jouant en fait les parties séparées au clavier, puis ensuite il faut les retranscrire et les donner aux musiciens. Mais en fait, ça a été génial qu'il m'incite à faire ça et vraiment je le remercie parce que
Maintenant, je sais que je peux faire beaucoup plus d'arrangements aussi toute seule et que encore une fois, c'est génial de s'entourer de très bons musiciens comme j'ai toujours fait. Mais c'est aussi très bien aussi voilà, d'aller au bout en fait, de ses envies et de ce qu'on entend en fait, intimement quand on fait de la musique. Voilà. Je voulais juste terminer là-dessus. Pas nécessairement. Je crois que moi, ça n'a pas changé. Enfin, c'est plus difficile aujourd'hui, je pense, de faire des disques qui durent, de faire des tournées un peu longues, de développer son travail. En fait, je pense qu'on est... C'est un peu comme avec le Covid ce soir, c'est-à-dire qu'à 7h30, il faut vraiment partir parce qu'on doit rentrer chez soi et que... Non, mais il y a un truc comme ça, c'est-à-dire on est un peu pressé par le temps aujourd'hui plus. Après, c'est aussi en termes de financier, c'est-à-dire qu'il y a moins d'argent, sauf quand on fait des gros succès et que du coup, les maisons disent mettent plus d'argent. Et c'est vrai que c'est une autre économie aujourd'hui, je pense, plus. Donc pour moi, non, ça n'impacte pas directement. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut trouver des solutions... En fait, comme il faut aller plus vite, il faut trouver des solutions à la fois techniques et financières pour travailler plus vite, en fait, aussi. Voilà. Oui. Et quand tu écris à plusieurs, ça se passe comment? Vous envoyez des textes? Ça dépend des musiciens en fait. Par exemple avec Jean-Pierre, on a toujours travaillé vraiment ensemble, c'est-à-dire que j'arrive avec un texte qui n'est pas fini et puis je me mets à chanter, il me propose des accords de guitare, je me mets à chanter dessus. Quand j'ai composé avec Philippe Catherine, Mon Dieu, mon amour, on a d'abord bu du vin et mangé des framboises, on a fait un cadavre exquis, on a commencé à écrire des trucs comme ça pour rien. Ensuite, je me suis mise au piano vraiment tard dans la nuit et il chantait un peu vaguement comme ça. Et on enregistrait des bribes et après, moi, j'ai reconstruit une chanson avec toutes les bribes que j'avais eues de ce qu'on avait fait ensemble et ce qui me plaisait. Puis je lui ai fait écouter, puis on a fait des ping-pong et vraiment... et par exemple, Jérémy Régnier, lui... il m'a carrément envoyé des instrus, mais vraiment presque arrangés, déjà finis d'être arrangés. Et moi, en fait, j'ai pris ces instrus et je les ai découpés et j'ai composé une chanson avec, en fait. Donc c'est vraiment un travail en fonction des habitudes de chaque musicien, c'est vraiment extrêmement différent, quoi. Et avec Benjamin Azrafo, ou avec par exemple Olivier Marguerite, qui a fait sur cet album-là, qui a fait une chanson que j'adore qui s'appelle Radio Mental Sentimental. Là, je lui ai vraiment juste envoyé le texte et il m'a fait toute la musique en fait. Donc ça dépend vraiment de ce dont on a besoin aussi pour composer, quoi. Je crois que même, par exemple, Olivier, il me racontait que lui, il a essayé de composer une chanson comme moi en fait, pour servir mon disque et donc dans mon esprit en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'il a mis des harmonies et des choses qui me ressemblent, enfin de sa manière de percevoir ma musique aussi. Donc en fait, ça dépend vraiment, quoi. Et parfois, moi, j'ai vraiment pas du tout envie d'écrire de musique sur certains textes, parce que je sais pas, je suis pas inspirée, j'ai pas envie de reproduire ce que j'ai déjà fait ailleurs. Donc je préfère déléguer et même pas du tout savoir ce qui va... Et être surprise aussi par la composition du musicien, quoi. Ça dépend. Ouais. Tu as déjà écrit pour d'autres personnes? J'ai écrit, avec Médisonate, j'ai écrit des textes, ouais. Non, j'ai assez peu écrit pour d'autres personnes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit de la musique plus pour l'image, en fait. Pour d'autres, mais non, j'ai pas écrit. On m'a pas beaucoup demandé Et à Burgala, oui, pardon. J'oublie tout le temps des trucs. Mais oui, Bertrand, il m'a demandé d'écrire une chanson pour lui qui s'appelle Sentinelle mathématique et qui est sur son album Toute direction. Oui, il y a mais plus des textes en fait. Ouais. Et pareil, Médisonate, c'était aussi un texte qu'il voulait. J'ai essayé d'écrire des chansons pour Johnny parce qu'il y avait des moments, vous savez, en fait, les éditeurs de musique, de temps en temps, ils reçoivent l'info que Johnny cherche une chanson et donc tout le monde se met à taffer comme des malades et tout. Allez, je vais écrire ma chanson pour Johnny. Alors, en général, il y en a très très peu qui passent, mais voilà, il y a ce genre d'appel à projet où on a parfois travaillé. La dernière fois qu'on m'a proposé un truc, c'était pour Zaz.
J'ai pas eu le temps. Non, sincèrement, j'ai pas eu le temps de trouver. Mais c'est des exercices hyper intéressants. C'est des exercices hyper intéressants. Je dis ça sans aucune ironie. Vraiment. Non, parce que en fait, pour moi, je suis pas du tout snob en musique. C'est-à-dire, je pense que c'est hyper intéressant d'essayer, en fait, effectivement, de coller moi, mes goûts étant hyper éclectiques, je peux aimer vraiment encore aujourd'hui écouter Francis Cabrel, mais vraiment très sincèrement, j'adore. J'ai écouté la radio l'autre jour et j'ai adoré sa chanson. Et vraiment, si on me demandait d'écrire une chanson pour Francis Cabrel demain, je le ferais, mais vraiment avec une grande sincérité, parce que chacun, je pense, développe son univers, sa manière de s'exprimer musicale, dans ses textes et tout. Après, on n'adhère pas, mais je pense qu'il n'y a pas de... Enfin bon, après, il y a des trucs que j'aime pas du tout et sur lesquels je n'aurais pas du tout envie de travailler, mais peut-être que ça m'amuserait quand même de me dire comment Jul écrit une chanson, quoi. Comment il fait, qu'est-ce que c'est le secret de Jul, quoi. Et là, j'ai pas le temps de m'y plonger, mais peut-être un jour. Et le secret d'écriture de Barbara, c'est... De la chanteuse Barbara? Non, Barbara Carlotti, si on disait on voudrait écrire pour Barbara, Ah, je sais pas, parce que en fait, moi, j'ai pas trop de recul sur la manière de faire. Si, j'ai quand même compris un truc à force de faire des chansons et d'essayer de pas me répéter, c'est que je suis quand même assez... Comme je compose beaucoup au piano, je fais beaucoup de descentes, en fait, de changements harmoniques qui sont liés aux changements qu'il y a sur le piano. Et ça ressemble, et je me suis aperçue qu'il y avait une des chansons que j'avais composées qui ressemblait à une chanson, Winter Song des Beach Boys, qui, pareil, en fait, je pense que c'est des manières de poser ses doigts sur le clavier qui donnent certaines harmonies. Et c'est pour ça que, du coup, j'aime bien essayer des choses, même si je suis pas du tout guitariste, mais en fait... en trouvant 5 ou 6 accords à la guitare, de faire une chanson avec, ça change complètement la manière de composer, parce que c'est pas les mêmes suites harmoniques, c'est pas le même positionnement, on n'entend pas les mêmes choses, c'est pas la même résonance de l'instrument. Donc, et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec un koto, avec un shamisen, ou avec d'autres, ou même avec certains synthés en fait, où du coup c'est pas le même genre d'inspiration qui vient, et c'est du coup pas le même genre d'harmonie, et pas le même genre de mélodie qui se déploie, quoi. Après, pour les textes, c'est vrai que j'ai souvent une idée de chanson et où je raconte, enfin c'est un peu le côté un peu romantique, adolescent, toujours chez moi, quoi, de quand même partir un peu de mes émotions pour écrire des chansons, même si j'écris pas toujours sur moi, mais il y a toujours un peu un fond comme ça, effectivement émotif à chaque chanson, je crois, quand même. Mais par contre, je serais hyper contente qu'on me dise tiens, aujourd'hui tu dois écrire sur, je sais pas, quelqu'un qui a fabriqué le Minitel. Et là, je serais hyper contente de me dire ah ouais, comment je dois faire, de faire des exercices, en fait, ça me plairait. Et en fait, je pense qu'on peut écrire des chansons sur tout, quoi, et du coup, c'est hyper marrant de se poser ce genre de questions. En fait. C'est vrai qu'intuitivement, je me pose pas ce genre de jeu. Faudrait que je fasse ça. Je demanderai à ma manager de fais-moi une liste pour le prochain album. Oui, sinon, juste pour finir, on en fait ce genre de jeu dans des ateliers d'écriture, voilà, à la médiathèque. Et il y en aura certainement un qui sera organisé l'an prochain, où si ça se fait, il y aura Paris s'écrit, où aussi on propose ce genre de jeu d'écriture. Voilà, alors on va devoir couper, on remercie fort Barbara Carlotti. Merci.